Il y a des maisons qui respirent. D'autres restent silencieuses. Un silence lourd, dense. Un silence qui colle au mur comme de la suie. Dans un quartier oublié d'Aguascalientes, au bout d'une rue non pavée, se trouvait l'une de ces maisons. Elle n'était ni grande ni vieille. C'était simplement une maison grise, avec un toit en tôle qui craquait sous le soleil. Et 7 fenêtres. 7 fenêtres toujours fermées. Derrière elles vivaient 7 enfants. 7 frères et sœurs qui étaient aussi cousins. Un secret gardé à grands cris silencieux. Une vérité si tordue que l'esprit refuse de la comprendre. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Pas de liker. Pas de partager pour partager. Je voudrais que vous vous abonniez si vous êtes prêt à écouter, à être témoin, à vous souvenir des histoires que la société préfère enterrer. Parce que l'oubli est la dernière forme d'abus. Et ici, sur cette chaîne, nous refusons d'oublier. Abonnez-vous pour donner la parole à ceux qui ne l'ont plus. Sofía Robles est arrivée dans le quartier de La Esperanza un mardi d'avril. La chaleur était étouffante. L'air sentait la terre sèche et les promesses non tenues. Elle avait 24 ans. Elle était assistante sociale, fraîchement diplômée. Ses yeux brillaient encore de ce dangereux mélange d'idéalisme et de théorie. Elle croyait au système. Elle croyait pouvoir faire la différence. La vie était sur le point de lui donner une leçon brutale. Son supérieur lui a remis un dossier. Zone d'intervention prioritaire, lui a-t-il dit sans la regarder dans les yeux. Le dossier contenait une liste de familles, des noms, des adresses, des problèmes, pauvreté, violence domestique, abandon. Un catalogue de la douleur quotidienne. Sofía marchait dans les rues, en terre battue. Des maisons à moitié construites, des chiens maigres cherchant l'ombre, des regards qui se cachaient derrière les rideaux. Elle prenait des notes dans son carnet. Elle observait. Elle sentait le pouls de l'endroit, un pouls lent, agonisant. C'est le 3e jour qu'elle l'a vu. Un enfant, assis sur le trottoir, devant la maison grise au bout de la rue. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Il ne jouait pas. Il ne faisait pas de bruit. Il était simplement là. Il regardait ses mains comme si elles étaient un objet étranger. Sofía s'arrêta. Sofía. Quelque chose dans l'immobilité de l'enfant la troublait. Ce n'était pas une immobilité paisible. C'était une immobilité brisée. Elle s'approcha lentement. « Bonjour, champion », dit-elle de sa voix la plus douce. L'enfant ne leva pas les yeux. Ses petits doigts se frottaient les uns contre les autres, encore et encore, presque avec désespoir, comme s'il voulait effacer quelque chose de sa peau. « Comment tu t'appelles » insista Sofía. Silence. Seul le bruit du vent soulevant la poussière. Sofía s'accroupit pour être à sa hauteur. C'est alors qu'elle vit ses yeux. Ils étaient vides. Il n'y avait pas l'étincelle de l'enfance, ni la peur, ni la curiosité. C'était un vide profond. Effrayant. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur. Elle ressentit un frisson, malgré la chaleur. Son cœur fit un bond. C'était une réaction physique, inexplicable. L'alarme primitive qui nous avertit du danger. Elle consulta son dossier. Famille Monréal, Callejón de los Suspiros, numéro 14, la maison grise. 7 enfants enregistrés. Aucun n'allait à l'école. Aucun n'était inscrit au centre de santé. 7 petits fantômes dans les archives de la ville. Sofía prit une profonde inspiration. L'air était lourd, métallique. Son manuel de procédure lui disait qu'elle devait programmer une visite, envoyer une notification, suivre le protocole. Mais le vide dans les yeux de cet enfant anéantissait tous les protocoles. Elle se leva. Elle se dirigea vers la porte.
Chaque pas résonnait dans le silence de la rue. Ses chaussures à semelles en caoutchouc ne faisaient pas de bruit, mais elle sentait chaque pas comme un coup de marteau. Elle s'arrêta devant la porte en bois délavé. Elle leva la main. Elle hésita un instant. L'odeur qui émanait de la maison était étrange. Un mélange d'humidité, de chlore et d'autres choses. Quelque chose de sucré, de répugnant. Elle frappa 3 fois. Le son était sec, mort, comme si elle frappait sur un cercueil. Elle attendit. 1 minute, 2. Le silence à l'intérieur était absolu. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Services sociaux !» cria-t-elle, essayant de rendre sa voix ferme. Elle semblait fragile, petite. Elle entendit un bruit, des pas traînants, lents, lourds. Le verrou tourna dans un grincement métallique qui lui donna la chair de poule. La porte s'ouvrit. Juste une fente. Dans la pénombre, apparut le visage d'une femme. Des yeux enfoncés, une peau pâle, presque translucide. Des cheveux noirs et gras collés au front. C'était une apparition. « Que voulez-vous » murmura la femme. Sa voix était faible, râpeuse, sans vie. « Je suis Sofia Robles du DIF. Je viens faire une visite de routine. » La femme la regarda de haut en bas. Son regard n'était pas hostile, il était absent, comme si elle regardait à travers elle. « Nous n'avons besoin de rien, » dit-elle. Et elle tenta de fermer la porte. Sofia réagit instinctivement. Elle posa le pied sur le seuil. « Madame, c'est mon devoir. C'est la loi. Je dois voir les enfants. » La femme soupira. Un long soupir. Lasse. Comme si le simple fait d'exister était un fardeau insupportable. « Ils dorment, » mentit-elle. Il était 3 heures de l'après-midi. « S'il vous plaît, madame, cela ne prendra que 5 minutes, » supplia Sofia. La femme ne répondit pas. Elle resta immobile. Et puis, depuis le fond sombre de la maison, Sofia entendit quelque chose. Un bruit sourd, rythmique. Boum, pause, boum, pause, boum. Le visage de la femme se crispa dans un spasme presque imperceptible. « C'est mon mari, » dit-elle. « Il répare une canalisation. » Mais ce bruit n'était pas celui d'un marteau. Il était organique, charnel, comme un poing frappant un sac de viande. La terreur s'empara de Sofia. Une terreur froide et paralysante. Elle voulait courir, fuir cette maison, cette rue, cette odeur. Mais l'image de l'enfant aux yeux vides la cloua au sol. « Je vais entrer, » dit Sofia. Ce n'était plus une demande. C'était une déclaration. Elle poussa la porte avec une force qu'elle ne se savait pas posséder. La femme recula, trébuchant dans l'obscurité. Sofia entra. Et le monde s'arrêta. La première chose qui la frappa fut l'obscurité. C'était une obscurité presque totale, malgré le soleil brillant à l'extérieur. Les fenêtres étaient recouvertes de plastique noir et de vieux chiffons. La faible lumière qui filtrait dessinait des formes grotesques dans l'air. L'odeur était insupportable. Chlore, sueur rance, urine, et cette odeur douce, écœurante. L'odeur de la chair qui commence à se décomposer. Sofia fut prise d'une violente nausée. Le goût de la peur lui monta à la gorge, métallique et amer. Ses yeux mirent du temps à s'habituer. Peu à peu, les formes commencèrent à prendre sens, et l'horreur prit sa véritable forme. La maison était une seule grande pièce. Il n'y avait pas de meubles, pas de table, pas de chaise, pas de lit, seulement des matelas sales jetés par terre. Tachés, humides. Sur les murs, des dessins d'enfants. Mais ce n'étaient pas des dessins normaux, c'étaient des figures difformes. Des monstres à plusieurs bras, des cercles noirs à la place des yeux,
des cris silencieux dessinés avec des crayons cassés. Et puis elle les vit, les enfants. Ils étaient dans un coin, blottis les uns contre les autres. 6 d'entre eux. Le 7e était l'enfant qui était dehors. Ils étaient immobiles, assis sur le sol en ciment, regardant le mur. Ils ne se sont pas retournés quand elle est entrée. Ils n'ont pas réagi au bruit, comme des poupées de chiffon abandonnées. Sophia sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le cadre de la porte pour ne pas tomber. Elle avait le souffle coupé. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Un homme sortit de la partie la plus sombre de la pièce. Il était grand, mince, avec le même regard vide que la femme. Dans sa main droite, il tenait une ceinture en cuir. Il la frappait rythmiquement contre la paume de sa main gauche. Boum. Pause. Boum. C'était le bruit qu'elle avait entendu. « Qui êtes-vous » demanda l'homme. Sa voix était grave, monotone. « Que faites-vous dans ma maison » Sophia ne put répondre. Son regard était fixé sur les enfants. L'un d'eux, une fillette d'environ 8 ans, avait le bras dans une position anormale. Tordu, enflé. Un autre, un petit garçon, avait un bleu sombre qui couvrait la moitié de son visage. Ils étaient tous anormalement maigres. Leurs vêtements étaient sales et déchirés. Mais le pire, c'était à leurs yeux, le même vide. 7 paires d'yeux qui ne voyaient plus rien. Qui avait trop vu ? « Ce sont mes enfants, » dit l'homme, suivant le regard de Sophia. Il n'y avait ni fierté dans sa voix, ni amour, ni haine, juste une déclaration de propriété. « Et elle, c'est ma sœur, » dit-il en désignant la femme, « la mère de mes enfants. » La phrase resta suspendue dans l'air vicié, lourde, absurde, monstrueuse. La femme, sa sœur, la mère de ses enfants, les 7 enfants, frères et sœurs, et cousins. Sophia sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. L'univers tout entier s'effondra dans cette pièce sombre et malodorante. La vérité était un coup physique. Un coup de poing dans l'estomac qui lui coupa le souffle. Elle comprit l'odeur sucrée. Elle comprit le silence brisé. Elle comprit les dessins sur le mur. Elle comprit le vide. Ce n'était pas de la pauvreté. Ce n'était pas de l'abandon. C'était l'enfer. Un enfer privé construit brique par brique dans le silence d'une rue oubliée. L'homme fit un pas vers elle. « Vous avez vu ce que vous aviez à voir » dit-il. « Maintenant, partez. » La ceinture de cuir se balançait dans sa main, un serpent noir prêt à attaquer. Sophia ne bougea pas. La peur était toujours là. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une rage froide, pure. Une rage qui brûlait la terreur et la transformait en carburant. Elle regarda l'homme dans les yeux. Pour la première fois, elle vit quelque chose en eux. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. Le calme absolu de celui qui croit avoir raison. La certitude inébranlable d'un Dieu dans son petit royaume misérable. « Je ne partirai pas sans eux, » dit Sophia. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ait pu les penser. Ferme, sans appel. L'homme sourit. C'était la chose la plus effrayante que Sophia ait jamais vue. Un sourire sans joie, sans humour. Juste le mouvement de ses lèvres sur ses dents jaunes. « Vous n'emporterez rien, » dit-il. Et il leva sa ceinture. Le temps s'arrêta pendant cette fraction de seconde. La ceinture en l'air. Le sourire mort sur le visage de l'homme. L'odeur de l'enfer. Sophia ne cria pas. Elle ne recula pas. La terreur s'était transformée en un bloc de glace dans son estomac. Une clarté glaciale s'empara de son esprit.
Si vous me touchez, dit-elle, et sa propre voix la surprit par sa fermeté, je ferai en sorte que cette maison soit la dernière chose que vous verrez en liberté. C'était du bluff. Elle n'était personne. Elle n'avait aucun pouvoir. Mais elle le dit avec la conviction d'un prophète. L'homme, José, cligna des yeux. Ce fut un instant de doute. Une microseconde pendant laquelle sa certitude se fissura. C'était tout ce dont Sophia avait besoin. Elle recula lentement. Un pas, deux, ses yeux fixés sur les siens. Elle ne pouvait pas lui tourner le dos. Sa main, tremblant violemment, chercha la poche de son pantalon. Ses doigts effleurèrent le plastique froid de son téléphone. Un pas de plus. Elle était sur le seuil. La lumière du soleil derrière elle était la promesse d'un autre monde. Un monde qui respirait. Elle se retourna et courut. Elle courut sans se retourner. L'air frais lui brûlait les poumons. Le soleil l'aveuglait. Elle s'arrêta au milieu de la rue, haletante, pliée en deux. Le téléphone tremblait dans sa main. Elle composa le 911. La voix de l'opératrice semblait lointaine, irréelle. « Quelle est votre urgence ?» Sophia essaya de parler. Les mots se bousculaient. « Des enfants ? Une maison ? Ils sont blessés. » Des larmes de rage et de terreur coulaient sur ses joues. « Mademoiselle, calmez-vous. Donnez-moi l'adresse. » Elle lui donna l'adresse. Elle raccrocha et vomit sur le sol sec de la rue. Le goût amer était celui de la vérité qu'elle venait d'avaler. 10 minutes s'écoulèrent, qui lui semblèrent durer 10 ans. Une patrouille arriva sans se presser. Les gyrophares étaient éteints. 2 policiers descendirent du véhicule. L'un était plus âgé, avec un ventre tendu contre sa chemise et une expression d'ennui chronique. L'autre était jeune, nerveux. « Vous avez signalé un problème ?» demanda le plus âgé. Son ton était celui de quelqu'un qui a vu trop de disputes familiales sans importance. « C'est une urgence, » dit Sophia en s'approchant d'eux. « Il y a 7 enfants coincés dans cette maison. Leur père, leur oncle, les torturent. » Le policier plus âgé la regarda avec scepticisme. « Mademoiselle, vous en êtes sûre ? Parfois, les apparences sont trompeuses. » La condescendance dans sa voix était comme une gifle. « Regardez mes yeux !» lui cria Sophia en se plantant devant lui. « Regardez la terreur qui s'y reflète, et dites-moi si j'exagère. Allez à cette porte immédiatement, où je vous jure que mon prochain appel sera pour les affaires internes. » Le jeune policier se dandina, mal à l'aise. Le plus âgé soupira, vaincu par son insistance. « D'accord, d'accord. Allons voir. » Ils se dirigèrent vers la maison grise. La porte était toujours entr'ouverte. José se tenait sur le seuil, d'un calme effrayant. « Bonjour, messieurs les agents. Un problème ? » « Nous avons reçu un appel, monsieur, au sujet d'un trouble à l'ordre public, » dit le policier le plus âgé. « Il n'y a pas de trouble ici, » répondit José. « Ma femme, ma sœur, a fait une crise de nerfs. Et cette demoiselle s'est énervée. » Il désigna Sophia du menton. « Tout est calme maintenant. » Son calme était presque convaincant. Presque. Mais le jeune policier renifla l'air. Son visage changea. Il regarda son collègue. Un regard suffit. « Monsieur, avec votre permission, nous allons entrer, » dit le policier plus âgé, d'un ton qui n'était plus ennuyeux. Il était d'acier. « Vous ne pouvez pas faire ça sans mandat, » répliqua José. « La porte est ouverte et il y a un signalement de mineur en danger. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Les 2 policiers le repoussèrent et entrèrent. Sophia resta dehors.
Elle entendit le silence. Puis, un cri étouffé. Bon sang. C'était la voix du jeune policier. Ensuite, le son d'une radio. Centrale, ici l'unité 305. Nous avons besoin d'une assistance urgente au 14, Callejon de los Suspiros, et d'ambulances. Toutes celles que vous avez. Je répète, toutes les ambulances disponibles. La voix du policier plus âgé s'était brisée. En quelques minutes, la rue sans nom s'est animée. Des patrouilles, des ambulances, des gyrophares rouges et bleus balayant les façades grises. Les voisins sont sortis de chez eux. Ils murmuraient, ils montraient du doigt. Leur visage était un mélange de curiosité et de culpabilité mal dissimulée. Ils savaient, bien sûr qu'ils savaient. Ils avaient entendu les coups. Ils avaient ignoré le silence. La peur et l'apathie avaient été complices. Ils ont fait sortir José et Rosa, menottés. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont montré aucune émotion. Leur visage était vide, comme s'ils regardaient un film sur la vie d'autres personnes. Ils les ont mis à l'arrière d'une voiture de police. La voiture est partie, et le silence est revenu pendant un instant. Puis, ils ont commencé à sortir les enfants, un par un. Les ambulanciers les enveloppaient dans des couvertures thermiques argentées. Ils ressemblaient à de petits astronautes venus d'une planète de douleur. Le premier était le garçon que Sofia avait vu dans la rue. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas. Il regardait seulement ses mains. La deuxième était la fille au bras cassé. Un ambulancier lui a immobilisé le bras. Elle n'a même pas cligné des yeux. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. 7 petits corps. 7 âmes rendues muettes par l'horreur. Aucun n'a pleuré. Aucun ne s'est plaint. Le silence de ces enfants était plus fort que n'importe quel cri. C'était la preuve irréfutable d'un abus si profond qu'il avait détruit leur capacité même à ressentir. Sofia les regarde passer. Chaque couverture argentée était un coup de poignard dans sa conscience. Elle sentit le sol bouger. Le monde devenait flou. Un ambulancier s'approcha d'elle. « Mademoiselle, vous allez bien. Vous êtes pâle. » Elle secoua la tête. Elle n'allait pas bien. Peut-être ne s'en remettrait-elle jamais. Elle avait ouvert la porte de l'enfer. Et maintenant, l'odeur du soufre imprégnait son âme. Elle regarda la dernière ambulance s'éloigner. Les sirènes hurlaient au loin, emportant avec elles le silence des enfants Monréal et sa propre innocence. L'enquête commença dans une salle d'interrogatoire stérile. Des murs beiges, une table en métal, 2 chaises. José Monréal s'assit sur l'une d'elles, immobile, silencieux. Les détectives tentèrent tout. Le bon flic, le méchant flic. Ils lui offrirent du café, des cigarettes. Ils lui crièrent de dessus. Ils le supplièrent. José ne réagissait pas. Son regard était fixé sur un point inexistant du mur. Il était physiquement dans la pièce, mais son esprit était ailleurs, un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Dans une autre pièce, Rosa, sa sœur, sa femme, répétaient le même schéma. Un silence de pierre, une absence totale. Les psychologues ont essayé de lui parler. Ils lui ont parlé de ses enfants, de l'aide dont ils avaient besoin. Elle clignait seulement des yeux, lentement, comme un reptile sous le soleil. La vérité n'est pas sortie de sa bouche. Elle est venue de dossiers poussiéreux, de certificats de naissance oubliés dans un tribunal d'un village perdu dans la Sierra. José Monréal et Rosa Monréal, fils et filles d'Adolfo Monréal et Eladia Gamez, frères et sœurs. L'inceste n'était pas un soupçon. C'était un fait documenté sur papier officiel. Les enquêteurs ont tiré sur le fil. Ils ont trouvé un cousin éloigné, un vieil homme qui vivait à Jalisco. L'homme se souvenait de la famille Monréal.
C'étaient des gens bizarres, a-t-il déclaré au téléphone. Ils vivaient dans un ranch, au bout du chemin. Ils ne parlaient à personne. Leurs parents, Adolfo et Eladia, étaient membres d'une secte religieuse extrémiste. Ils croyaient que le monde extérieur était le domaine de Satan, que le salut ne pouvait être trouvé que dans l'isolement total, le travail, la prière, le silence. C'est dans ce monde que José et Rosa ont grandi. Ils ne connaissaient pas d'autres enfants. Ils n'allaient pas à l'école. Leur seule fenêtre sur le monde était une Bible interprétée de manière délirante par leur père. Ils n'avaient pas d'amis. Ils n'avaient personne. Ils n'avaient que l'un l'autre. José était le protecteur de Rosa. Rosa était la confidente de José. Dans cet univers à deux, les règles du monde extérieur ne s'appliquaient pas. L'amour qui est né entre eux n'était pas considéré comme une transgression. C'était une conséquence inévitable. C'était la seule chose pure dans un monde qu'on leur avait appris à craindre et à haïr. Lorsque Rosa est tombée enceinte de leur premier enfant, la panique les a envahis. Non pas à cause de l'inceste, mais parce que le secret de leur existence était menacé. Ils ont fui le ranch. Ils se sont perdus dans l'anonymat de la ville, dans le quartier La Esperanza. Un nom ironique. Là, ils ont recréé la seule vie qu'ils connaissaient. L'isolement, le silence. La maison grise est devenue leur nouvelle forteresse, leur temple. Mais les enfants posaient problème. Ils étaient la preuve vivante de leur péché aux yeux du monde. Et pire encore, ils avaient la curiosité dans le sang. Ils voulaient sortir, jouer, parler. Ils voulaient être des enfants. Et cela, pour José et Rosa, était une menace existentielle. La violence n'est pas née de la haine. Elle est née de la peur. Une peur pathologique que le monde extérieur contamine leurs enfants. Qu'ils soient découverts, qu'ils soient séparés. Chaque coup n'était pas une punition, c'était une leçon. Le monde fait mal, semblait dire chaque coup de ceinture. Reste ici. Ici, tu es en sécurité. Le silence était le but. Un enfant silencieux était un enfant en sécurité. Un enfant brisé était un enfant sauvé. Il les privait de nourriture pour affaiblir leur corps. Il les enfermait dans l'obscurité pour affaiblir leur esprit. Il les frappait pour détruire leur volonté. Il n'élevait pas des enfants. Il forgeait les gardiens d'un secret. Dans leur esprit tordu, ils n'étaient pas des monstres. Ils étaient des sauveurs. Ils protégeaient leurs enfants de la même manière que leurs parents les avaient protégés, en les enfermant, en érigeant un mur de douleur et de silence entre eux et un monde qui, ils en étaient convaincus, ne leur apporterait que la destruction. La logique était une spirale de folie. Mais au sein de cette spirale, tout avait un sens terrifiant et parfait. Ils étaient le produit d'un abus hérité, et ils étaient devenus les architectes d'un nouvel enfer, en utilisant les plans de celui qui les avait vus naître. Sophia lut le rapport psychologique préliminaire. Chaque mot était une brique supplémentaire dans le mur du désespoir. Elle ressentit un profond vertige. Elle avait cru qu'en sortant les enfants de cette maison, elle les avait sauvés. Elle réalisait maintenant qu'elle n'avait terminé que le premier chapitre de l'histoire. Ce qui l'attendait maintenant, c'était la bataille contre un ennemi beaucoup plus grand, plus indifférent, plus cruel, la bataille contre le système. Le premier jour après le sauvetage, Sophia ressentit une vague d'optimisme. Un optimisme fragile, mais réel. Les enfants étaient en sécurité. Les monstres étaient enfermés. La justice, pensait-elle naïvement, suivrait son cours. Elle se rendit à l'hôpital. Elle les trouva dans le service de pédiatrie. Chacun dans un lit propre, avec des draps blancs,
On les nourrissait. On les soignait. Mais le silence persistait. Un silence que les médecins et les infirmières ne savaient pas comment traiter. Ce n'était pas un problème physique. C'était une blessure de l'âme. Sofia s'assit près du lit de Matteo, l'aîné. Il avait 12 ans. Ses yeux, comme ceux de ses frères et sœurs, regardaient à travers les murs. « Bonjour, Matteo », dit Sofia. Il n'y eut pas de réponse. Elle essaya avec les autres, avec Lucia, celle qui avait le bras cassé. Avec Ismaël, le petit qui regardait maintenant ses mains propres. Rien. 7 statues de sel. Le lendemain, Sofia se rendit au bureau du DIF, pleine d'énergie. Elle avait avec elle un dossier rempli de notes, de plans, d'idées. Elle voulait coordonner une thérapie spécialisée. Trouver un centre d'accueil qui comprenne le traumatisme complexe. Elle voulait se battre pour eux. Elle rencontra son supérieur, M. Mendes, un homme d'une 50aine d'années, avec le cynisme gravé dans les rides autour de ses yeux. « Ah, Sofia. Le cas des enfants Monréal, dit-il sans lever les yeux de ses papiers. Bon travail. Merci, monsieur. Nous devons agir rapidement. J'ai fait des recherches sur certains centres. Mendes leva la main pour l'arrêter. Sofia, calme-toi. Le système a ses délais. Mais ces enfants n'ont pas le temps, répliqua-t-elle. Chaque jour qui passe dans cet état, la blessure s'aggrave. Mendes soupira. Un soupir de bureaucrate fatigué. Écoutez, l'affaire a déjà été transmise au ministère public. Il s'occupe des aspects pénaux. Nous nous occupons des enfants. Mais d'abord, il faut remplir les papiers. Évaluation, avis, protocole. Des protocoles ? Demanda Sofia d'une voix tremblante d'incrédulité. Avez-vous vu ces enfants ? Ils n'ont pas besoin d'un protocole, ils ont besoin d'un miracle. Et nous ne faisons pas de miracle, Sofia. Nous faisons des dossiers. Remplissez les formulaires 7A, 8B et l'annexe C. Nous devons que tout soit en règle lorsque le juge aux affaires familiales nous attribuera le dossier. Quand cela aura-t-il lieu ? Mendes haussa les épaules. Quand ce sera le moment ? Il y a une liste, un rôle, le système ne fait pas d'exception. Sofia sentit l'air du bureau devenir lourd, irrespirable. Elle sortit de là avec une pile de papier dans les mains. Formulaire, copie, cachet. La justice, apparemment, était une montagne de bureaucratie. Les semaines passèrent. Des semaines de coups de téléphone sans réponse. D'emails perdus dans le cyberespace. De visites dans des bureaux où des fonctionnaires, au regard perdu, lui demandèrent de revenir la semaine suivante. Chaque porte était une nouvelle frustration. Le procureur chargé de l'affaire est en vacances, lui a-t-on dit au ministère public. L'expertise psychologique n'est pas encore prête, lui a-t-on informé au service d'expertise. Nous avons besoin de l'acte de naissance original de chaque enfant. Les copies ne sont pas acceptées, lui a-t-on exigé au tribunal. Sofia a passé des journées entières au registre civil, à faire la queue, à payer des droits, suppliant les employés qui regardaient en leur montre, attendant l'heure de la sortie. L'horreur de la maison grise se dissolvait dans une mer d'encre et de tampons en caoutchouc. Pendant ce temps, les enfants attendaient. Ils avaient été transférés dans un refuge public, un endroit grand, bruyant, surchargé. Les soignants faisaient de leur mieux. Mais ils étaient peu nombreux, et les enfants, trop nombreux. Les enfants Monréal s'asseyaient dans un coin de la cour, ensemble, en silence. Ils refusaient de se séparer. Si quelqu'un essayait d'emmener l'un d'entre eux à une activité, les 7 autres se levaient comme un seul homme. Ils étaient devenus un îlot de silence au milieu du chaos.
Sophia allait les voir tous les jours, après sa journée d'humiliation bureaucratique. Elle leur lisait des histoires, elle leur apportait des dessins. Elle leur parlait, même s'ils ne lui répondaient pas. Elle était devenue leur seule constante, leur seul lien avec le monde qui les avait sauvés pour mieux les abandonner à nouveau. Un après-midi, elle trouva Lucia en train de pleurer, en silence. De grosses larmes coulaient sur ses joues sales. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» lui demanda Sophia en s'agenouillant à ses côtés. Lucia ne répondit pas. Elle se contenta de pointer du doigt une porte au bout du couloir. Le bureau du directeur. De l'intérieur, on entendait les cris d'un enfant et le bruit sourd d'un coup. Sophia sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle courut vers le bureau. Elle ouvrit la porte sans frapper. Le directeur, un homme gros et en sueur, tenait un enfant d'une dizaine d'années par le bras. Dans son autre main, une règle en bois. « Ce morveux insolent ne comprend pas les bonnes manières », cria le directeur en la voyant. Sophia ne dit rien. Elle lui arracha la règle des mains, lui. Elle la cassa en deux avec son genou. Et elle regarda le directeur avec une haine si pure que l'homme recula, effrayé. « Touchez encore une fois à l'un de ses enfants, lui siffla-t-elle, et je ferai de cet endroit un paradis comparé à la prison où je vous enverrai. » Cette nuit-là, Sophia ne dormit pas. La rage était une bête qui la consumait de l'intérieur. Le système ne fonctionnait pas mal. Le système était cela, une machine conçue pour traiter les tragédies, pas pour les résoudre. Un tapis roulant qui transportait les victimes d'un enfer à un autre. De la violence privée d'un foyer à la négligence publique d'une institution. Le lendemain matin, elle se rendit directement au bureau du procureur chargé de la défense des mineurs. Elle attendit 3 heures dans une salle d'attente en plastique. Finalement, on la fit entrer. Le procureur, un homme élégant vêtu d'un costume coûteux, l'accueillit avec un sourire étudié. « Mademoiselle Robles, ravi de vous voir. J'ai lu vos rapports. C'est une affaire fascinante. » « Ce n'est pas une affaire fascinante, monsieur l'avocat. C'est une tragédie. Et cela en devient une autre, » dit Sophia sans détour. Elle lui parla du refuge, de la bureaucratie, du temps perdu. Le procureur l'écoutait en acquiesçant. Son visage affichait une imitation parfaite de l'empathie. « Je comprends votre frustration, vraiment. Mais vous devez comprendre la complexité de la question. La garde, les droits parentaux. Même si José et Rosa sont en prison, ils restent légalement les parents. »« Ce sont des monstres !» s'exclama Sophia. « Ce sont des citoyens avec des droits. La procédure doit suivre son cours. Il faut prouver de manière irréfutable qu'ils ne sont pas aptes à élever des enfants. Et cela, mademoiselle, prend du temps. Et en attendant, que faisons-nous? Nous les laissons pourrir dans un foyer où ils sont battus. » Le procureur se cala dans son fauteuil en cuir. Il joignit le bout de ses doigts. « Écoutez, Sophia, j'apprécie votre passion. Vraiment, elle me rappelle mes débuts. Mais cette passion s'épuise, elle s'essouffle. Vous apprendrez à choisir vos combats. Il y a des milliers d'enfants dans la rue, dans la pauvreté, victimes d'abus. Les Montréal ne sont que 7. » La phrase la frappa comme un coup de poing. Ils ne sont que 7. Le voilà. Le cœur du système. La déshumanisation totale. Les enfants n'étaient pas Lucia, ni Matteo, ni Ismaël. Ils étaient un numéro, un dossier, une statistique dans un rapport annuel. Sophia se leva. Elle se sentait étrangement calme, comme si la rage s'était refroidie pour se transformer en un diamant de détermination. « Vous avez raison, monsieur l'avocat, » dit-elle d'une voix calme. « Ils ne sont que 7.
Et si le système ne peut pas protéger 7 enfants, alors le système ne sert à rien. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Mademoiselle Robles !» l'appela le procureur. « Où allez-vous » Sofia s'arrêta sur le seuil. Elle ne se retourna pas pour le regarder. « Faire votre travail » répondit-elle. Et elle sortit. Le système n'allait pas sauver les enfants Montréal. Alors elle le ferait, seule, contre tout et contre tous. La bataille venait de commencer. Sofia savait qu'elle avait besoin de preuves, des preuves irréfutables. Irréfutables. Le système se nourrissait de papier. Elle allait donc lui donner du papier. Elle obtint une copie des premières expertises psychologiques de José et Rosa. C'étaient des rapports froids, cliniques. Troubles de la personnalité schizoïde. Modèle d'attachement désorganisé. Incapacité à faire preuve d'empathie. Ce n'étaient que des étiquettes. Elle ne racontait pas l'histoire. Sofia avait besoin de l'histoire. Elle retourna au ranch dans la montagne où tout avait commencé. L'endroit était abandonné. La maison tombait en ruine. Mais à l'intérieur, elle trouva un coffre en bois. Il était rempli de cahiers. C'étaient les journaux intimes de Rosa. Écrits d'une écriture enfantine. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à sa fuite avec José. Sofia s'assit sur le sol poussiéreux et commença à lire. Et l'horreur prit une nouvelle dimension. Ce n'était pas l'horreur des coups. C'était l'horreur du silence, de la solitude. Rosa décrivait des journées entières sans parler à personne d'autre que son frère. Elle décrivait sa peur de son père, un fanatique religieux qui voyait le diable dans chaque ombre. Elle décrivait son amour désespéré pour José, un amour qui était son seul refuge. Et elle décrivait sa première grossesse, la panique, la honte. Non pas à cause de l'inceste, mais parce que son père la tuerait s'il l'apprenait. Dans ces pages se trouvait la genèse de la tragédie. La preuve que José et Rosa n'étaient pas des monstres sortis de nulle part. Ils étaient des victimes qui étaient devenues des bourreaux. L'abus était un virus qui s'était transmis d'une génération à l'autre. Les journaux sous le bras, Sofia retourna en ville. Elle alla voir le procureur. Celui-ci l'accueillit avec agacement. « Mademoiselle, je vous ai déjà dit que l'affaire suivait son cours. »« Lisez ceci, » dit Sofia en posant les journaux sur son bureau. Le procureur les regarda avec dédain. « Et qu'est-ce que c'est que ça ? Le roman de la semaine ? C'est la preuve dont vous avez besoin pour que ces deux-là ne sortent jamais de prison et pour que l'on m'accorde la garde temporaire de ces enfants. » Le procureur soupira, mais quelque chose dans le regard de Sofia le fit hésiter. Il ouvrit le premier cahier. Il commença à lire. Sofia attendit. Elle vit l'expression d'ennui du procureur se transformer. D'abord en intérêt, puis en surprise, puis en horreur. Il leva les yeux. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un bureaucrate. C'étaient ceux d'un être humain qui venait de regarder dans l'abîme. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Ce fut la première brique qui tomba du mur. Avec le soutien du procureur, les choses commencèrent à bouger. Lentement, avec la résistance d'une machinerie rouillée. Mais elles bougeaient. Ils obtinrent une ordonnance judiciaire pour transférer les enfants dans un centre spécialisé. Un petit foyer à la périphérie de la ville, dirigé par une psychologue experte en traumatismes infantiles. Sofia supervisa personnellement le transfert. Lorsqu'ils arrivèrent à leur nouvelle destination, les enfants descendirent du véhicule et, comme d'habitude, se regroupèrent dans un coin du jardin. Silencieux, immobiles. La directrice du centre, une femme nommée Carmen, s'approcha de Sofia. « Patience, lui dit-elle.
C'est comme désamorcer une bombe. Un faux mouvement et tout explose. Sofia acquiesça. Elle faisait confiance à Carmen, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de peur. Et s'il était trop tard? Et si le silence avait déjà rongé leurs âmes à jamais? Le procès contre José et Rosa fut rapide. Et, avec les journaux intimes de Rosa comme principale preuve, la défense s'effondra. Ils furent condamnés à 40 ans de prison pour chaque enfant. 280 ans. Une vie entière. Lorsqu'ils entendirent sur le verdict, ils ne réagirent pas. Le même regard vide, le même silence de pierre. Ils furent conduits hors de la salle d'audience. Et ils disparurent du monde. Mais leur héritage de silence restait vivant, dans cet enfant qui ne savait toujours pas parler. Les mois passés au centre de Carmen furent comme le lever de soleil le plus lent du monde. Les progrès ne se mesuraient pas en jours ni en semaines. Ils se mesuraient en clignement des yeux, en respiration. 1 millimètre de confiance. Carmen et son équipe ont travaillé avec une patience angélique. Ils n'ont pas forcé la communication. Ils ont créé un espace sûr, un monde sans cris, sans coups, sans obscurité, un monde prévisible et bienveillant. La première fissure dans le mur du silence est apparue 2 mois plus tard. C'était Ismaël, le plus jeune. Il était dans le jardin, observant une fourmi qui transportait une feuille. L'une des thérapeutes s'est assise à côté de lui. Elle n'a rien dit, elle s'est simplement assise là, partageant ce moment. Après 10 minutes de silence, Ismaël a levé un doigt tremblant et a pointé la fourmi. Puis, un son, un murmure. Si faible qu'il a failli être emporté par le vent. Aide. La thérapeute a senti son cœur s'arrêter. Non pas à cause du mot en lui-même, mais parce que c'était le premier. Le premier mot qu'un des enfants Montréal adressait volontairement à un autre être humain. C'était la première pousse verte, après un incendie dévastateur. Après Ismaël, ce fut le tour de Lucia. Un jour, pendant une séance d'art-thérapie, elle a dessiné une maison. Ce n'était pas une maison grise avec des fenêtres noires. C'était une maison jaune, avec un soleil souriant au-dessus, et 7 petites silhouettes se tenant par la main dans le jardin. Elle n'avait pas la qualité artistique d'un enfant de son âge. Mais elle avait quelque chose de bien plus important, de l'espoir. Un par un, les enfants ont commencé à sortir de leur cocon de silence, comme des papillons sortant d'une chrysalide de traumatisme. Ils ont commencé à parler, d'abord à voix basse, puis par phrases courtes. Ils ont commencé à jouer, d'abord entre eux, puis avec les autres enfants du centre. Ils ont commencé à rire, un son étrange, rouillé au début, mais qui s'est peu à peu purifié. Matteo, l'aîné, a été le dernier. Il portait le poids du souvenir. Il avait été le protecteur de ses frères et sœurs dans cet enfer, et la culpabilité le rongeait. Une nuit, Carmen le trouva éveillé, regardant par la fenêtre. « Je n'ai pas pu les protéger », lui dit Matteo, sans la regarder. Sa voix était celle d'un vieillard. « Tu as fait plus que les protéger », lui répondit Carmen. « Tu les as maintenus en vie. Ton amour a été le bouclier qui a empêché leurs âmes de se briser complètement. » Matteo se retourna et la regarda. Pour la première fois, ses yeux n'étaient pas vides. Ils étaient remplis de larmes. Il pleura pendant des heures. Des pleurs qui traînaient 12 ans de douleur contenue. Cette nuit-là, le dernier des fantômes de la maison grise commença à disparaître. Sofia leur rendait visite chaque week-end. Chaque visite était un cadeau. Voir Ismaël courir dans le jardin, entendre Lucia fredonner une chanson, voir Matteo apprendre à lire à l'un des plus petits.
chaque petit miracle était une victoire contre les ténèbres. Un jour, alors qu'elle était assise sur la pelouse, les 7 enfants s'approchèrent et s'assirent autour d'elle. Ils ne dirent rien. Ils se sont simplement blottis contre elle. Ils ont posé leur tête sur ses épaules, sur ses jambes. Et dans ce cercle de chaleur humaine, dans ce silence désormais non plus brisé, mais rempli de paix, Sophia a compris. Elle n'avait pas gagné une bataille contre le système. Elle avait sauvé un monde, 7 mondes. Des années plus tard, la maison grise de la ruelle des soupirs n'existe plus. Les voisins, rongés par la culpabilité, l'ont démolie brique par brique. À sa place, il y a maintenant un petit parc, avec des jeux pour enfants que presque personne n'utilise. Un rappel silencieux de ce qui s'est passé lorsque la communauté a décidé de détourner le regard. Les enfants Montréal ne sont jamais revenus là-bas. Ils ont été adoptés. Pas tous ensemble. Le système, même à son apogée, restait imparfait. Mais ils ont été adoptés par des familles qui comprenaient leur histoire. Qui étaient prêtes à aimer leurs cicatrices autant que leurs sourires. Ils ont grandi. Ils ont fait des études. Certains se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Ils ont brisé le cycle. Ils ont remplacé un héritage de silence et de douleur par un héritage d'amour et de résilience. Sophia Robles n'a plus jamais été la même. Sa naïveté est morte dans cette maison grise. Mais elle a été remplacée par une force indomptable. Elle était restée assistante sociale. Mais elle ne luttait plus contre le système. Elle a appris à le naviguer, à le contourner, à utiliser ses propres règles contre lui. Elle est devenue un cauchemar pour les bureaucrates et un ange gardien pour les enfants oubliés. Elle n'a jamais oublié les 7 frères et sœurs qui étaient aussi ses cousins. Ils lui ont appris la leçon la plus importante de sa vie. Que parfois, le mal n'est pas un homme avec une ceinture à la main. Parfois, le mal est un formulaire sur un bureau. Un tampon sur un papier. Un « revenez demain » dit avec un sourire vide. Le mal, c'est l'indifférence. Le plus grand ennemi n'est pas la cruauté. C'est le silence de ceux qui peuvent aider et choisissent de ne pas le faire. Il y a des maisons qui respirent et il y a des silences qui crient. L'histoire de la famille Montréal est un cri qui résonne encore dans les rues d'Aguascalientes. Un rappel que les pires monstres ne se cachent pas toujours dans l'obscurité. Parfois, ils sont assis dans des bureaux climatisés, protégés par le système même qu'ils sont censés servir. Et que la seule lumière capable de vaincre cette obscurité est le refus obstiné, furieux et compatissant de se rendre.